Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Alors ce soir, c'est une thématique qui a beaucoup attisé votre curiosité. Vous êtes extrêmement nombreux à vous être inscrits. Moi, j'ai hâte de voir aussi après les vues en replay. Pour assurer cette thématique qui est artiste et vente en ligne, ce soir, c'est Pierre-Benoît Roux de La Condamine. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Maintenant, vous le connaissez, il fait partie du paysage. C'est un de nos experts consultants. Je t'appelle pas souvent comme ça, c'est pas mal, Oui, c'est expert vrai, c'est consultant. vrai. Allez, va pour expert consultant. C'est toujours mieux que monsieur à la Ça fait barbe bien, ou ça fait bien. Ça fait bien. c'est ça. Voilà, notre expert consultant Pierre-Benoît Roux. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais eu un webinaire encore avec nous, vous aurez remarqué que l'ambiance est détendue et sympathique. Les infos données sont très professionnelles, mais toujours plein de bienveillance et très accessibles. Vous voyez, on rigole déjà, ça n'a pas commencé, on est déjà très enthousiaste. Donc Pierre-Benoît Roux de La Condamine, je te laisserai la parole juste après en tant qu'expert intervenant Très bien, très bien. pour tout le déroulé de ton intervention, évidemment. Tu nous proposes un PowerPoint comme à ton habitude, assez fourni et j'imagine très intéressant, mais on va découvrir ça bientôt. Je te laisserai la parole pour te présenter ta structure. Parce que souvent on nous demande, mais alors Pierre Benoît, qu'est-ce qu'il fait à la Maison des Artistes? En fait, Pierre Benoît ne travaille pas à la Maison des Artistes. Pierre Benoît intervient dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec La Condamine, structure que tu as cofondée. Voilà. Parce qu'on a beaucoup d'échanges avec La Condamine, déjà parce qu'on aime bien ce que vous faites, on trouve que ça vaut le coup de relayer vos infos et votre savoir, déjà. Et parce que vous faites des efforts tarifaires assez importants à nos adhérents qui souhaiteraient suivre une formation chez vous, jusqu'à même de la gratuité pour un petit rendez-vous d'approche pour déblayer un peu le terrain et aider à orienter les adhérents de l'association sur leur communication, leur développement, leur diffusion. Voilà. Avant de se lancer, pourquoi pas dans un accompagnement complet en formation avec vous. Voilà, donc là, pour repartir sur les webinars, maintenant que j'ai un peu dit pourquoi on travaille avec vous. La thématique de ce soir, artistes et vente en ligne, finalement, même si elle avait l'air assez précise, est assez vague, puisque tu vas aborder beaucoup de sous-catégories de vente en ligne, avec comme toujours des conseils pratico-pratiques applicables dès demain. Des petits pièges à éviter ou un peu des choses, voilà, on croit savoir et en fait, peut-être qu'on croit mal. On se trompe, il y a peut-être aussi, voilà, des choses, tu vas venir éclairer un peu, parce qu'il y a eu tout cela a évolué, hein, ces derniers temps. Voilà, donc on va découvrir ça, dans 2 minutes quand je te donne la parole. Mais et ce soir, la petite particularité, c'est que tu, fais intervenir, une troisième personne, Julie, qui est ouais, galeriste. Voilà, exactement. Julie voilà. Guedet, la fondatrice d'une galerie en ligne, The Art Cycle, et qui interviendra après ma présentation, enfin la proposition que je vais vous faire. Et puis, comme ça pourra aussi nourrir la réflexion et on pourra aussi poser des questions directement à Julie qui a maintenant qui a monté cette galerie depuis plusieurs années. OK, super. Du coup, tu vas faire le déroulé de la présentation. Julie, va se présenter et présenter aussi ses actions. Pendant ce temps-là, vous posez toutes vos questions sur le chat, et avec, Louise Pelletier, notre chargée de communication, et moi-même, responsable des partenariats, cette fois bien pour la Maison des Artistes. On récupère toutes vos questions, on les trie, on les classe, on les regroupe pour ensuite les poser à Pierre Benoît qui y répondra en direct. Voilà. C'est pour ça que c'est important de bien poser vos questions au fur et à mesure pour nous laisser le temps, de mieux les orienter à la fin, voilà. Vous verrez Louise, alors, également mettra au fur et à mesure si,
les questions ou les thématiques abordées s'y prêtent, des liens pratiques qui renvoient sûrement sur notre site, des fiches pratiques, nos articles ou des services qu'on met à votre disposition en tant qu'adhérent. Voilà. Et il restera le replay. Voilà. À la fin de l'intervention, comme tous les autres webinaires, vous les retrouvez en replay en passant par votre espace adhérent à l'association MDA. Voilà, beaucoup de gens sont là. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Vous êtes quasiment 400, donc c'est pas mal. Pierre-Benoît, je te laisse la parole et on se retrouve dans une heure à peu près, comme À d'habitude. peu près, À oui, peu comme près. d'habitude. À peu À, près. à tout à l'heure. À tout à l'heure et bonsoir à tous. Merci beaucoup, Charlotte. Et à la Maison des Artistes aussi d'avoir proposé ce thème qui est, quand on s'y plonge, très vaste. Puisqu'il dépasse en fait la simple question des plateformes en ligne, qui est aussi une question importante. C'est d'autant plus intéressant qu'en fait ce thème s'inscrit dans la conférence qu'on avait eue le mois dernier sur l'état des lieux du marché de l'art en 2022, et on s'était aperçu qu'il y avait eu une révolution dans les années 2000 par l'arrivée d'Internet. Révolution qui a encore été amplifiée avec la crise qu'on a rencontrée, c'est-à-dire le Covid. Et donc, la vente en ligne rentre complètement dans des questionnements essentiels, importants, qui s'inscrivent dans le bouleversement du marché de l'art qu'on voit depuis 20 ans. Et on avait parlé du galeriste Léo Castelli comme un point de repère. Sa mort était un point de repère. Rappelez-vous, c'était en 1999, ce grand galeriste européen qui était devenu américain après la Seconde Guerre mondiale et qui était mort l'année de l'ADSL. Voilà. Donc ça, on va s'inscrire complètement là-dedans quand on va réfléchir à la vente en ligne quand on est artiste. Et la première image que je voudrais partager avec vous, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une œuvre de Henri Rousseau, Le Rêve, 1910. C'est de l'avant-garde, c'est une avant-garde. On retrouve bien, des références à l'art dit primitif, tout en étant d'avant-garde. Et la question qu'on se pose quand on réfléchit à l'avant-garde, à la nouveauté, c'est de savoir ce qui est vraiment nouveau, sont des pratiques qui vont changer. Est-ce que les pratiques de vente en ligne quand on est artiste sont différentes de celles quand on ne vend pas en ligne, quand on vend traditionnellement, lors d'expositions par exemple? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est réinterprété? Bref, comment nos usages ont changé avec Internet? Faut-il y voir une continuité ou une rupture? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. À l'image, peut-être qu'il faudrait définir ce qu'est l'avant-gardisme pour essayer de penser ce qui va être nouveau, en se disant que l'avant-gardisme, si je cite Soldergic, c'est de dire que l'avant-gardisme, c'est la compétence permettant de forcer tous les membres d'une société à adopter une décision sur une proposition qui n'émane pas d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entendrait que, avec les grands chamboulements qu'on a eus, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire le Covid, qui a accéléré en fait le fait de vendre en ligne, qui a accéléré la digitalisation, ça c'est le mot, eh bien ça voudrait dire qu'on serait maintenant obligé en tant qu'artiste au moins de s'intéresser à la question sur faut-il nécessairement que je vende en ligne. On voit aussi qu'Internet va influencer la manière de vendre et je vais vous proposer un exemple de cette avant-garde, de cette nouveauté qu'on voit fleurir sur Internet. Eh bien, c'est qu'il y a des galeristes qui vont utiliser Internet pour tester de nouvelles manières de diffuser de l'art. Et quelquefois, ça peut, nous, artistes, nous laisser perplexes. Par exemple, si je prends la galeriste Laetitia Maffei, qui a créé une galerie qui vendait des œuvres d'art et qui payait ses artistes en droit d'auteur, c'est-à-dire que c'était des œuvres d'art digitales qui pouvaient être imprimées, et donc il y avait une rémunération en droit d'auteur. On voyait qu'il y avait une autre manière. Internet et la vente en ligne permettaient de diffuser l'art autrement. On voyait que la galeriste avait toujours une fonction de galeriste, puisqu'elle assurait la promotion des œuvres. Elle s'occupait de la reproduction. Et puis, Laetitia Maffei a aussi créé une plateforme de NFT. Il y a eu des conférences sur NFT, je ne vais pas en faire une. Mais c'est juste pour dire que
On voit depuis quelques années qu'Internet, eh bien, c'est le laboratoire pour essayer des nouvelles manières de diffuser l'art. Et donc, forcément, des fois, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça me permet vraiment de vendre? Ou est-ce que c'est juste un laboratoire? Vous pourrez aller voir le LinkedIn de Laetitia Maffei, de voir ce qu'elle développe, par exemple, ce qu'on pourrait appeler l'avant-garde des galeristes. Mais alors, il faudrait voir si cette avant-garde existe, c'est peut-être aussi parce que c'est devenu une norme de vendre en ligne. Et il y a un rapport qu'on pourra vous envoyer, c'est le rapport Hiscox 2021 sur la vente en ligne, qui publie chaque année. Hiscox est une assurance d'œuvres d'art et qui publie chaque année un rapport sur l'état du marché de l'art en ligne. Et le rapport Hiscox ne parle pas uniquement d'avant-garde, mais bien de ce qui se vend. Et ce qui se dit, en tout cas ce qui se dit de la part de ce rapport, c'est que le marché de l'art en ligne ne remplacera pas le marché physique, mais il va continuer de s'étendre. Et on va voir quand même eh bien, une rupture. Vous voyez qu'on avait jusqu'en 2019 un marché en ligne qui n'était pas forcément florissant. Ça, c'est intéressant de le voir. Ça n'a jamais été quelque chose de florissant, même s'il y avait beaucoup d'acteurs, beaucoup de plateformes, beaucoup de galeristes en ligne qui permettent aux artistes de vendre en ligne. Mais on a vu qu'après le Covid, eh bien, il y a eu un vrai changement dans les usages. C'est-à-dire que maintenant, les usages digitaux, le fait de regarder des œuvres d'art en ligne, le fait d'acheter en ligne, eh bien, devient beaucoup plus normal. On va parler de normalisation. Et donc, si on voit aujourd'hui des NFT, c'est parce qu'en réalité, si on voit aujourd'hui des plateformes qui utilisent la blockchain, ce qu'on a vu dans des conférences préalables, c'est parce qu'en réalité, en fait, c'est devenu un peu plus une norme d'acheter en ligne. Alors, si ça s'est normalisé, ça ne veut pas dire que c'est devenu majoritaire. Puisque si on prend des chiffres, attention aux chiffres, hein, là encore, les chiffres, 99% des statistiques disent 49% de la vérité ou de l'histoire. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, entre 16 et 30% des transactions se font en ligne. Hein, des transactions sur le marché de l'art se font en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 16%, on ne va pas forcément compter ce qu'on appelle les salles virtuelles des galeries. Hein. Si vous allez sur des galeries en ligne, bah, vous pouvez voir des œuvres et les acheter directement en ligne. Ça, Hiscox ne va pas le prendre en compte. C'est pour ça qu'on peut monter, on pourrait dire qu'on va jusqu'à 30%. On ne prend pas en compte non plus les pratiques dites hybrides où vous allez avoir eh bien, à la fois une exposition physique et on va pouvoir retrouver ce qu'on a vu lors d'une exposition physique en ligne sur un site. Alors ça, ce sont aussi des pratiques qui se développent, on va en parler, et ça rentre dans la normalisation. C'est donc devenu usuel de vendre en ligne. Donc comment, quand ça devient normal, eh bien, ça peut changer nos pratiques quand on est artiste. Et oui, ça devient usuel parce que si avant le Covid, c'était, comme on l'a vu sur les chiffres, beaucoup moins fort dans les volumes d'échanges, eh bien, le Covid a désorganisé notre manière de, j'allais dire, de faire l'expérience des œuvres en tant qu'acheteur. Et il y a une réorganisation dans les usages où ça devient normal de regarder des œuvres ou d'acheter même des œuvres sur Instagram. Donc, on va avoir même une pratique, une recherche des œuvres sur mobile, sur smartphone. Donc ça a énormément changé, ça commence à se stabiliser. Donc ça, c'est les 3 temps de la crise, c'est l'organisation avant la crise, le Covid a désorganisé, et là, on voit une réorganisation, et c'est ce qu'on va voir en ce moment. Et cette réorganisation, en fait, c'est le fait de redevenir, la vente en ligne devient normale. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on dit normal? Comment on le sait? Eh bien, on voit que les acteurs de la vente en ligne qui ont survécu au Covid vont devenir reconnus. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une place aussi importante que les galeries traditionnelles. Je vous donnerai des exemples, je proposerai quelques exemples. Donc on voit qu'il y a des acteurs de la vente en ligne qui sont établis et reconnus, comme s'ils étaient des galeries normales. De même, on va voir aussi des acteurs traditionnels du marché de l'art qui vont faire de la vente en ligne. Donc on voit un mélange des genres, et ça amène, c'est une marque de normalisation. C'est-à-dire que ça devient plus étrange ça devient plus du tout étrange de vendre en ligne. C'est même la norme, en fait. L'exemple est le suivant. On voit des galeries historiques reconnues dans le milieu de l'art. Je pense à Artistique qui existe depuis 2013. Envie d'art,
de Yann et Cathy Bompard, 20 ans d'expérience, ou Sonia Botella, qui a fondé sa galerie en 2009 et qui vend énormément en ligne. Et donc, ces galeries vont s'inscrire en réalité dans des réseaux classiques, puisqu'ils vont participer à des expositions lors de salons ou de foires réservés à des galeries. Et donc, vous voyez que on peut imaginer que dans une stratégie de développement, ça peut être intéressant de s'intéresser à ces galeries en ligne qui vont nous permettre en réalité de participer à des salons. Comment on peut les trouver? Eh bien, si on regarde des listes de salons, on pourra vous envoyer aussi une liste des salons. Ça permet de trouver des galeries en ligne qui vont avoir une pratique de sélection qui est un peu plus large en réalité que des galeries physiques qui ne vont sélectionner que 20 artistes. Là, on va avoir un catalogue d'artistes qui va être un petit peu plus grand. C'est le cas de la galerie Art Évasion, qui fait le salon Artepline, un salon réservé à des galeristes, ou encore le salon l'atelier Vis-à-vis à Marseille, qui est à la fois un collectif d'artistes et une galerie, et qui va participer au salon Artorama, ou encore l'ONCO, qui participe au salon du dessin. Donc voilà, on s'aperçoit en fait qu'il y a vraiment un processus de normalisation. Et donc, si on ne vend pas en ligne, eh bien d'une certaine manière, ça devient étrange. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi et qu'est-ce que nous dit le rapport Hiscox? C'est qu'on va avoir, avant le Covid, des achats en ligne qui étaient un peu moins importants. C'est-à-dire que les personnes achetaient en ligne, hein, les acheteurs, mais sur des tarifs qui étaient un peu plus bas que les tarifs moyens aujourd'hui qu'on a en galerie. Donc, aujourd'hui, c'est aux alentours de 1 200 euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que avant le Covid, on pouvait hésiter à mettre des œuvres d'art un peu plus chères en ligne. Hein, on avait une pratique où on sélectionnait parmi toutes ces œuvres les œuvres d'art peut-être un peu moins chères qu'on allait mettre dans des galeries en ligne. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça, c'est l'effet de la normalisation. Donc, vous pouvez mettre en ligne des œuvres un peu plus chères et ça peut se vendre. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les chiffres. On s'aperçoit que les acheteurs, comme on le voit sur les graphiques, ont plus confiance. Il y a moins de méfiance de la part des galeries en ligne. Donc, vous pouvez aussi vendre en ligne sur les galeries ou les plateformes. Je vais y revenir. Et on voit surtout des pratiques hybrides, puisque une exposition en physique va se doter aussi d'un espace de vente en ligne. Et donc, tout ça est mélangé. On voit aussi une sélection de la part de certains sites qui vont avoir une curation, puisqu'on va avoir de plus en plus de curateurs sur les plateformes. Vous avez peut-être vu des curateurs sur des plateformes comme Saatchi, par exemple, où on va rejouer des plateformes ou des galeries en ligne vont rejouer le rôle de galeriste en proposant des sélections particulières de la part de curateurs. Et donc, on voit comme s'il y avait un effet de, j'allais dire, mimétique, où les plateformes en ligne vont copier les galeries traditionnelles. Donc, on va avoir quand même ce qu'on peut appeler une normalisation. Et donc, en tant qu'artiste, c'est intéressant d'avoir ces repères-là. On voit aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, que si les galeries en ligne, qui ne sont qu'en ligne, deviennent légitimes d'une certaine manière parce qu'elles sont dans un réseau de salons et de foires, eh bien, on voit aussi que des acteurs traditionnels qui pouvaient être réticents à se mettre à vendre en ligne avant le Covid parce que c'était quelque chose qui n'inspirait pas confiance, et bien là, ça a totalement changé puisqu'on voit qu'il y a de nouvelles maisons aux enchères, par exemple, comme Fauve Paris, qui vont même vendre du NFT. Donc là, on voit qu'il y a une évolution dans les usages. Et puis, on va retrouver des plateformes de vente en ligne aux enchères qui sont plutôt bien structurées, comme Piazza ou Cornette de Saint-Cyr, historiques, qui vont se mettre aussi et qui vont investir la vente en ligne. Donc, on voit vraiment les traces de la normalisation. On retrouve de la même manière des galeries traditionnelles, comme la galerie Charon à Paris ou la galerie italienne, ou même des réseaux comme Carré d'artistes qui vont avoir des franchises de galeries qui vont aussi énormément vendre en ligne. Donc tout ça, cette normalisation, eh bien, ça participe, ça permet souvent de trouver pour l'artiste plus de débouchés. En tout cas, ça offre des débouchés. Et forcément, la question qu'on se pose quand on est artiste, mais comment je vais faire par rapport à tous ces possibles? Comment je peux m'organiser? Comment je peux travailler en sélectionnant même certaines galeries? Comment m'organiser par rapport à l'offre, puisqu'on voit qu'Internet a augmenté
les offres possibles. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, comment faire pour s'organiser? L'autre chose qui est aussi un effet, et là c'est pour compléter un peu le panorama de ce qu'on voit des différentes possibilités de vendre en ligne, eh bien l'autre chose c'est qu'on va même voir des galeries qui vont s'inscrire sur des plateformes pour vendre leurs artistes. Donc si je résume, si je prends l'exemple d'Artistix, Artistix va avoir des artistes que la galerie va vendre sur son site ou dans des salons. Et Artistix va aussi vendre sous le nom Artistix ces artistes sur des plateformes en ligne. Par exemple, Artsy ou Artspare ou sur Artnet ou sur First Dips. On va retrouver donc des plateformes qui ne sont pas des galeries. Il y a une vraie différence. Ça, il n'y a pas la même curation pour vendre des artistes. C'est un peu le fonctionnement des poupées russes, comme ce que vous pouvez voir sur l'art de la peinture de Vermeer, où on voit une intégration, une imbrication comme ça d'effets. On retrouve un peu la même chose avec les plateformes pour artistes, comme Saatchi, Casoart ou Singular, pour les plus connus, où on va avoir un effet comme ça de concentration de données. Et donc là aussi, ça pose une question. Est-ce qu'il faut ou non être sur ces plateformes? Donc voilà pour le panorama. Et donc voilà, on retrouve sur Artsy, comme je vous proposais, artistique. Donc voilà pour un panorama. Panorama qui, si on regarde, répond aux effets d'Internet. Et le premier effet, pour pouvoir après se positionner, c'est de bien comprendre les effets, la structuration de la vente en ligne. Eh bien, le premier effet, c'est qu'on a une concentration et une spéciation. Je m'explique. La concentration sur Internet, c'est qu'on va avoir des plateformes internationales, par exemple Saatchi, Artsy, Artspur, Singular, qui vont soit fusionner ou soit occuper le maximum d'espace sur Internet, le maximum de visibilité, en agrégeant le maximum d'informations, c'est-à-dire en rentrant le maximum d'artistes. Donc ça, c'est un effet de concentration qu'on va avoir sur la vente en ligne. Donc vous allez voir apparaître d'énormes plateformes comme ça. Et puis, à l'inverse, et pourtant ça se fait dans la même dynamique, donc vous avez une dynamique de concentration, puis une dynamique de spéciation, c'est-à-dire la spéciation, c'est l'apparition de nouvelles espèces en biologie. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir plein de petites initiatives qui vont se monter sur Internet, souvent qui vont avoir un domaine très spécialisé. Donc voilà, comment on fait quand on voit des grosses plateformes comme ça qui vont utiliser le maximum de données et des petites plateformes qui n'ont pas forcément la même visibilité, mais qui peuvent me permettre de trouver des débouchés spécifiques qu'on va appeler de niche. Donc si je résume, la grande plateforme, eh bien, je vais me retrouver noyé dans plein d'artistes, avec plein d'autres artistes, très difficile de se distinguer. Et la toute petite galerie en ligne ou la toute petite plateforme très spécifique, eh bien, peut-être qu'elle n'a pas beaucoup d'audience. Donc je suis un peu dans un paradoxe quand je décide de m'attaquer ou d'essayer de diffuser mon travail en ligne. Eh bien, l'approche qu'on peut avoir, c'est de se dire que ça peut tout de même être intéressant d'être sur Singular, Casoart ou Artsy si je suis avec un galeriste, si je suis avec Artistix par exemple, parce qu'il y a un effet de référencement. Ça, c'est la première chose. L'effet de référencement, c'est le fait d'être identifié sur ces plateformes-là, puisque quand quelqu'un va découvrir votre travail peut-être lors d'une exposition en vrai, eh bien, il va pouvoir aussi aller regarder, et c'est souvent ce qui se passe, c'est que la personne va aussi regarder sur son smartphone où est-ce que vous êtes référencé. Le fait d'être référencé, par exemple, sur Artsy, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qu'on voit chez les collectionneurs ou les amateurs ou les personnes qui ont des coups de cœur, c'est qu'ils vont aussi regarder quelquefois eh bien, la présence en ligne de l'artiste. Donc, à défaut de vendre sur Artsy ou Artspare ou Singular qui ne vous permet pas forcément de vendre, même si vous y êtes, eh bien, ça permet tout de même d'être référencé. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que ça peut être aussi intéressant d'être référencé sur une grande plateforme, une ou deux suffisent, et d'identifier en même temps des sites très spécifiques avec lesquels travailler.
Par exemple, si vous travaillez l'estampe, si vous êtes dans la photographie argentique, eh bien, il y a des sites spécialisés. Ça peut aussi être l'occasion de travailler avec des structures qui ont des initiatives nouvelles. Et donc là, on va segmenter dans son corpus d'œuvres, c'est-à-dire dans toutes les œuvres qu'on a, ça peut aussi être une idée de se dire, ben voilà, mon travail sur l'estampe, je vais plutôt que de le mettre sur la grande plateforme où j'ai un travail peut-être plus générique, eh bien mon travail d'estampe, je vais plutôt le consacrer à tel ou tel site. Ça me permet d'une certaine manière d'occuper le terrain de manière plus optimale, puisque je vais peut-être être plus visible sur un petit site auprès de gens qui aiment l'estampe rehaussée que sur SingulArt. Je propose quelques exemples. On peut retrouver, pour illustrer cette réflexion, eh bien, des sites comme The Analog Club, qui est une petite galerie en ligne qui fait la promotion d'artistes photographes qui travaillent sur l'argentique, ou de sites qui se lancent et qui vont travailler uniquement avec les entreprises. C'est le cas de The Collector Art, qui permet aussi de vendre sur Instagram, voilà, qui va avoir une visibilité, ou encore de participer à des initiatives comme Greenhouse Auction, qui, là, essaye de changer la manière dont on propose des ventes aux enchères, en créant des collaborations avec des artistes, en permettant eh bien, aux artistes de proposer, sans passer par des galeries, leurs œuvres d'art en ligne, tout en étant sélectionnés par un commissaire-priseur. Et vous avez aussi la possibilité de rejoindre souvent ou de contacter directement des initiatives qui ne sont pas forcément des galeries, mais qui peuvent être comme la librairie sans titre, eh bien, une librairie qui propose des tirages d'art ou qui va même organiser dans ses murs des expositions et vous vendre sur son site web. Donc, vous voyez que ça peut aussi venir, la présence en ligne peut être eh bien, complémentaire, peut être pensée de manière complémentaire où on va, comme ça associer, on va mettre sa présence sur plusieurs plateformes ou sites. C'est un peu comme si on cherchait une clé, s'inscrire dans un paysage dont on déroulerait le fil. C'est-à-dire qu'en fait, ces œuvres, on va les inscrire dans le paysage qui est Internet et on va comprendre qu'il y a des sites pour se référencer et des sites où on va être présent mais qui vont nous permettre aussi de dire voilà, je suis aussi spécialisé dans ce domaine. Et je vais m'adresser à une plus petite audience mais qui va être plus engagée, qui va être plus intéressée. Ça participe à ce que dit Robert Reed dans son rapport Hiscox, c'est que la fourniture de contenu sur l'artiste et son œuvre est devenue une pratique généralisée et il s'agit d'un élément essentiel pour encourager les ventes. Ce qui se passe pour la vente en ligne, c'est que souvent, les acheteurs, les personnes qui peuvent avoir des coups de cœur, aiment découvrir aussi les autres sites où sont présents les œuvres de l'artiste, aiment lire des articles ou des textes de présentation sur l'artiste. Et ça va créer comme ça, si vous avez une présence multiple et stratégique, pensée de manière stratégique, eh bien vous allez décrire un paysage qui va envoyer des messages à l'acheteur et ça va leur permettre, l'acheteur va pouvoir découvrir votre contenu. Alors, le contenu étant sur plusieurs plateformes, ayant un site internet, ayant un Instagram, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on va appeler le contenu. Donc, plus il y a de contenu sur Internet autour de vos œuvres, plus ça valorise en fait votre travail. L'autre effet d'Internet qu'on peut prendre en compte quand on réfléchit à une stratégie pour vendre en ligne, c'est ce qu'on va appeler l'effet global et local. Local, pourquoi ? Parce qu'il y a une multiplication de petits acteurs qui ont une action locale. Donc, c'est l'action locale, la multiplication de petits acteurs avec une action locale. Eh bien, on voit fleurir dans tous les pays plein de petites initiatives. Donc ça, on le voit puisque Internet facilite aujourd'hui la création de galeries en ligne, puisqu'il suffit d'une connexion Internet et on n'a même plus besoin aujourd'hui de créer un site de toutes pièces. Il y a des sites tout faits qui vous permettent de vendre des œuvres en ligne. C'est le cas de Big Cartel, par exemple, qui permet de vendre facilement en ligne. Donc, on voit une multiplication
à l'image des oiseaux de Pentti Samalati, bien une multiplication des petits acteurs. Et puis on voit aussi que ces petits acteurs, ces petits acteurs, ils vont être ouverts aussi sur l'international, puisqu'on va voir plein de sites à Londres, en France, en Allemagne, qui vont valoriser la création internationale. Donc comment on peut penser sa présence quand on a identifié cet effet? Eh bien, l'approche, ça va être aussi d'identifier quelques acteurs en ligne, par exemple des galeristes ou des plateformes, qui sont à l'étranger, et ça permet aussi d'ouvrir sa clientèle. On n'a pas besoin d'être sur énormément de plateformes, mais on peut bien les choisir et les choisir avec soin en se disant que peut-être ça pourrait être intéressant, par exemple, si si vous faites des sérigraphies, d'aller en Angleterre, puisqu'on s'aperçoit que le marché de la sérigraphie est très présent en Angleterre. En Allemagne aussi. Et donc, on va retrouver très facilement des initiatives qui sont plutôt de bonne qualité. On en a sélectionné quelques-unes. Vous pouvez retrouver la Inver Gallery qui s'est montée tout simplement avec un site Big Cartel qui propose des œuvres, ou Unpainted qui mélange art digital et art normal, qui est une galerie allemande, une galerie en ligne. Ransom Art ou The Muse Gallery, qui sont des galeries en ligne qui hébergent aussi des artistes en résidence. Vous voyez, donc on retrouve comme ça plusieurs initiatives. Et donc, ça peut être intéressant de les contacter pour essayer d'étendre en fait sa présence au niveau des galeries en ligne. Donc, voilà quelques exemples. On voit aussi qu'en fait, cette idée de faire local, global, c'est-à-dire glocal, c'est le néologisme anglais formé par le mot valise globalisation et localisation. C'est-à-dire que vous avez peut-être, si vous travaillez en fonction de votre travail, eh bien vous avez peut-être un public qui n'est pas en France. Si vous travaillez la sculpture ou une certaine forme de sculpture, eh bien l'Allemagne peut être intéressante. Si vous travaillez les sérigraphies, l'Angleterre peut aussi être un débouché. Voilà, en fonction de votre travail, eh bien, on peut imaginer qu'il y a des affinités avec certaines cultures. Identifier les bons sites peut être un débouché. On gardera, quand vous décidez de vous inscrire sur des plateformes ou de travailler avec des galeristes, quelques points de vigilance. Les frais de transport sont quelquefois difficiles à évaluer. Les frais de douane ou de TVA changent en fonction du pays et les commissions peuvent varier. Eh bien, il faut savoir que la plupart du temps, une galerie en ligne peut vous prendre 50%, ce n'est pas le cas de toutes les galeries, pour un travail qui n'est pas tout à fait identique, 50% de commission pour un travail qui n'est pas tout à fait identique au travail d'un galeriste. Comment vous pouvez quelquefois évaluer les frais de transport, puisqu'il faut vérifier avec la galerie en ligne avec laquelle vous travaillez si elle prend en charge les frais de transport ou pas, auquel cas il faudra bien le préciser dans votre fiche, quand vous rédigez une fiche pour vendre vos œuvres, eh bien, il faut évaluer, et c'est quelquefois très difficile, le coût du transport. Il y a beaucoup de prestataires qui sont souvent très chers, et quelquefois, il faut passer par des prestataires indépendants ou des livreurs indépendants. Faut-il encore savoir que tous les livreurs ne vont pas livrer dans toute l'Europe. Vous pouvez aller sur Convelio si vous voulez estimer le coût du transport, et voilà un exemple de simulation que j'ai faite où on va retrouver pour une œuvre à 1 200 € des frais de transport de 1 000 € si je voulais les envoyer à New York, par exemple. Les taxes sont comprises dans cette simulation. Donc ça, c'est juste pour se donner un ordre d'idée, puisque quelquefois, on va vous demander d'indiquer sur les sites le coût des frais de transport. Alors maintenant, on va voir aussi les interconnexions. Qu'est-ce qu'on va dire quand on va parler d'interconnexion? C'est de voir qu'en réalité, même s'il y a eu un processus de normalisation qui nous amène aussi à des mouvements, des effets qu'on vient de voir, c'est-à-dire concentration, spéciation, globale, locale,
Donc, on voit que ça peut nous permettre d'avoir des repères pour se décider de monter une stratégie. On s'aperçoit qu'Internet a aussi changé nos usages. Et si nos usages ont changé, notre manière de, j'allais dire, consommer des œuvres, puisque quelquefois, tant sur Instagram, on voit qu'il y a énormément d'images, eh bien notre manière de faire l'expérience des œuvres a aussi évolué. Et ça, c'est aussi à prendre en compte quand on réfléchit à sa présence en ligne. On ne fait pas les mêmes expériences d'œuvres qu'on faisait il y a 20 ans, parce qu'on vient d'une culture Internet. C'est comme si Internet avait changé notre culture. Et c'est ce que dit le rapport Artsy, c'est que chaque collectionneur est un collectionneur connecté. Il fait ses achats exclusivement en ligne. Alors, je parle de collectionneurs qui ont souvent moins de 30 ans, ou des acheteurs qui ont moins de 30 ans. Collectionneur, c'est un grand mot. Mettons que c'est quelqu'un qui a des coups de cœur et qui achète de temps en temps. Eh bien, il va aussi regarder les sites web des galeries, Instagram. Il va se renseigner sur tout le net. Il ne va pas forcément demander l'avis. Il fait ses recherches par smartphone et il s'intéresse à toutes les pratiques. C'est ce qu'on avait vu dans l'état des lieux du marché de l'art le mois dernier. Il va donc se faire son propre avis en comparant les informations, d'où l'intérêt pour l'artiste de proposer du contenu sur son travail, des articles sur les sites sur lesquels il poste ses œuvres. Il aime aussi avoir un contact direct avec l'artiste et le suivre facilement. Donc là, Instagram, c'est vraiment la plateforme privilégiée pour être contacté directement ou pour échanger directement avec des gens qui apprécient votre travail. Et le grand changement, c'est que les prix, on attend aujourd'hui des prix transparents. Et ça, on s'aperçoit que cette culture Internet, où on va comparer les prix quand on va regarder sur Internet avant d'acheter, eh bien, ça se fait aussi en galerie physique. On attend maintenant, quand on va en galerie, de connaître les prix. Ça, c'est un grand changement culturel dans le marché de l'art. Ainsi, par rapport à ces évolutions, on peut lister, et c'est ce qui a aussi été fait dans le rapport Hiscox et aussi dans le rapport Artsy, ce sont des rapports qui permettent de comprendre la vente en ligne, que la confiance va devenir un critère essentiel si vous voulez bien valoriser vos œuvres. Le manque de transparence, notamment en matière de prix, c'est le principal facteur de frein au marché de l'art en ligne. Alors, voilà quelques conseils qu'on pourrait se donner si on voulait commencer à diffuser son travail sur plusieurs plateformes, travailler avec plusieurs galeristes. L'idée est d'avoir des prix cohérents. Toujours afficher les mêmes prix pour les mêmes œuvres. Avoir une démarche en anglais et en français et des bonnes photos de profil. C'est vrai qu'on attend aujourd'hui sur certaines galeries de voir l'artiste en photo. On s'aperçoit que ça va changer. Les photos des œuvres doivent être de très très bonne qualité et on doit faciliter la collecte d'informations contextuelles sur l'œuvre et l'artiste, c'est-à-dire que l'idée c'est que vous puissiez faciliter sur toutes les plateformes, rédiger un petit peu sur votre travail. On s'aperçoit que être réactif, c'est un vrai plus et faciliter aussi la prise de contact. L'autre effet sur l'expérience qu'on a des œuvres avec la génération Internet, ou que la génération Internet fait comme expérience des œuvres, est fortement aussi influencée par les algorithmes. Alors, sans diaboliser l'algorithme, il faut aussi prendre en compte cet effet sur les plateformes. Et c'est ce que dit Vera Kempf, qui dit que chez Singular, donc la plateforme Singular, l'intelligence artificielle va transformer l'expérience d'achat et personnaliser le parcours client. C'est-à-dire que les plateformes comme Singular vont proposer automatiquement des œuvres en fonction de la navigation du client. Si la personne va plutôt sur des sculptures en argile, on verra que Singular, l'algorithme va proposer automatiquement des sculptures en argile au client. Ça, c'est la recommandation automatique, ce qu'on voit aussi sur Instagram. Ainsi, comprendre le fonctionnement de l'algorithme pour une plateforme permet aussi d'optimiser sa présence sur ces plateformes-là. On s'aperçoit sur un certain nombre de plateformes qu'il est nécessaire de publier régulièrement pour être mis en valeur sur Singular, pour ne citer que Singular, mais Setchi, c'est pareil. Artsy, c'est exactement pareil. Et donc,
quand vous vous inscrivez sur une plateforme, il ne faut surtout pas publier toutes vos œuvres d'un coup. C'est toujours intéressant de segmenter, comme on avait vu, et puis peut-être de diffuser sur différentes plateformes ou différents sites. Mais même si vous décidez d'investir massivement une plateforme comme Singular, il ne faut pas mettre toutes ces œuvres d'un coup, mais plutôt les mettre au compte-gouttes pour que vous soyez mis en valeur, puisque un peu plus sur la plateforme. De même, c'est intéressant dans vos présentations d'identifier les mots-clés qui sont utilisés par les plateformes pour présenter les œuvres. Comment on le fait? On va regarder les catégories qui sont proposées. On voit souvent qu'il y a abstrait, figuratif, par exemple. Ça va aussi être important puisque la plateforme va fonctionner comme un moteur de recherche, un peu comme un Google, un petit Google. C'est aussi très important de compléter tout votre profil et de conserver un style cohérent. Plus vous remplissez votre profil en entier quand vous êtes sur les plateformes, plus vous avez de chances d'être mis en valeur. Donc on voit que ça va quand même changer un petit peu le rapport qu'on a avec un galeriste, puisque là, c'est l'algorithme sur certaines plateformes qui va valoriser les artistes. De même, on s'aperçoit, même si la corrélation n'implique pas nécessairement une causalité, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si je prends l'exemple, les ventes de glace et les incendies de forêt sont corrélés parce que les deux se produisent le plus souvent dans la chaleur de l'été, mais ce n'est pas parce que vous consommez une glace que vous provoquez un incendie. Ce n'est pas parce que vous êtes en ligne que vous allez forcément beaucoup vendre. Cependant, on s'aperçoit aussi que ce n'est pas non plus si vous êtes sur une seule plateforme que vous allez vendre. D'accord? Donc, on s'aperçoit qu'il faut penser sa présence et que c'est plutôt une multiplication des causes, une convergence des causes, c'est-à-dire en étant sur différents espaces en ligne, en comprenant un peu les algorithmes, qu'on va pouvoir valoriser son travail. Ce que je vous propose, c'est de terminer par une étude de cas. Une illustratrice qui s'appelle Fran Menezes et qui a compris l'idée ou qui utilise la convergence des causes. On voit qu'elle est présente sur différentes plateformes. Si on regarde son site web, donc là on a une capture d'écran de son site web, eh bien c'est une artiste qui va vendre ou proposer ses œuvres sur Instagram, qui va avoir un Patreon, je vais revenir, et aussi un YouTube. L'idée étant que la vente en ligne s'associe souvent à une présence et une interaction avec des utilisateurs ou des internautes. Le cas de cette illustratrice est vraiment, j'allais dire, presque stéréotypé. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme elle. Et ça peut être un repère quand on réfléchit à sa présence. On s'aperçoit que Fran est une illustratrice qui est sur Patreon. Patreon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un site où vous allez avoir des internautes qui vont s'abonner à votre contenu et payer un abonnement pour recevoir vos œuvres, des extraits ou des illustrations, par exemple, dans le cas de Fran, des illustrations d'œuvres tous les mois. On s'aperçoit qu'elle a 2700 personnes qui se sont abonnées et ça lui permet de générer un revenu mensuel et d'interagir avec des personnes qui la suivent et qui suivent son travail. Donc voilà un exemple de présence en ligne qui permet de vendre autrement son travail et qui va aussi favoriser l'interaction. Elle a un Patreon. On s'aperçoit aussi que sur son Instagram, elle met en lien une boutique en ligne qui n'est pas la sienne, même si elle vend directement sur son site, comme on l'a vu, puisque sur son site, il y avait un shop. On voit aussi qu'elle vend sur We Are Nice Human, qui est aussi un autre site de vente en ligne. Et donc, ce concept important, je terminerai là-dessus, c'est le fait d'être relié. Sur Internet, quand on veut vendre en ligne, l'enjeu, c'est de ne pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir une production de contenu régulière et reliée les unes avec les autres. Si on prend l'exemple de cette illustratrice, eh bien on s'aperçoit qu'elle va produire un petit peu sur Patreon, avoir un site de vente en ligne directement sur son site d'artiste, qu'elle va aussi proposer des œuvres en vente sur Instagram
et qu'elle va travailler avec des galeries en ligne. C'est ce qu'on va appeler la linkability, ce mot qui n'a pas de traduction en français et qui veut dire sur Internet le fait de pouvoir relier des informations à l'image de l'œuvre de Chiharu Shiota, Numbers, qui parle de nos vies mêlées, reliées et connectées. Merci pour votre écoute. Alors, Pierre-Benoît, Oui. est-ce que tu veux qu'on passe aux questions ou est-ce que tu veux qu'on fasse intervenir la galeriste? Ah ben, Comme tu je veux. pense que ce serait parfait d'avoir Julie. D'accord. Elle nous rejoigne, Ok. parce qu'elle va J'imagine qu'elle apporter elle est pas loin. Voilà. Elle elle est pas vient de dire loin. dans le chat qu'elle était là. Bah, Julie, je t'en Super, prie, on l'invite à rejoins-nous. participer. Elle a le Hein. lien, tout est OK? Ouais, OK, je viens de lui OK. proposer de nous rejoindre. Très bien. Alors, Pierre-Benoît, Super. Bonsoir voilà. Julie. Juste, Bonsoir. je place juste une info avant de vous laisser la parole. Julie, merci d'être là, merci beaucoup. Euh, Juste pour dire, voilà, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Donc, je vais m'occuper de remettre tout ça en ordre. Euh, Que je n'ai pas vu, hein, j'ai pas vu les questions. oui, mais pas de souci. C'est toujours un peu perturbant de lire, de parler en même temps. Donc, il Ouais. n'y a pas de souci. Nous, on s'occupe de ça, on sait faire. Peut-être qu'il y aura d'autres questions après. Parce Voilà, que, et juste j'en profite pour rassurer un peu les impatients ou les gens qui sont à fond sur les plateformes et qui sont venus que pour ça, que de toute façon, les questions posées vont être présentées à Pierre-Benoît et que vous aurez des réponses. Donc voilà, vous inquiétez et pas, on s'excite pas, tout va bien se passer. Pierre-Benoît fait ça très bien, comme vous le savez. Voilà, donc on se retrouve dans quelques minutes pour les questions et comme ça, vous aurez tout plein de réponses. À tout de suite. Merci encore, Julie. Je vous laisse la parole. Merci Charlotte. merci Julie de nous retrouver. Alors, Julie, pour te présenter en quelques mots, tu es galeriste. Tu as créé la galerie en ligne The Art Cycle qui propose de la location d'œuvres d'art. Alors, tu l'as créé en quelle année? Le lancement du site, ça a été juin 2018. Juin 2018, et tu as survécu au Covid. J'ai survécu au Covid. Tu as survécu au Covid. Ça s'est très bien passé, oui. Qu'est-ce qui. Alors, peut-être ma première question, c'est qu'est-ce qui a motivé la création de The Art Cycle? Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché de la vente en ligne. Et la deuxième question que je voudrais te poser, est-ce que tu te considères comme une plateforme ou une galerie? Très bonne question. Alors, pour la première, ce pourquoi j'ai voulu créer la galerie, c'est pour rendre l'art plus accessible. Parce que je propose, donc, à la différence des autres galeries, de l'art en location et en leasing en plus de l'achat. Et voilà, et vraiment la mission de The Art Cycle, c'est de rendre l'art plus accessible en aidant les artistes à promouvoir leur travail, que ce soit directement sur la galerie en ligne ou alors lors d'événements physiques, parce qu'on organise aussi des événements physiques. Et là, du coup, j'ai oublié ta deuxième question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu te considères comme galeriste ou comme quelqu'un qui a créé une plateforme? Puisqu'on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose et que les frontières sont un peu brouillées en réalité sur Internet. Est-ce qu'il y a une sélection qui te rapprocherait d'une galerie? Est-ce que tu es plutôt dans une perspective plutôt de plateforme pour rendre l'art accessible ou d'avoir une sélection pour pas que les artistes se rentrent en concurrence, par exemple, sur ton site? Oui, alors je considère qu'on est une galerie et qu'on a un outil qui est justement une plateforme qui nous permet de mettre tous nos artistes dessus. Mais on a quand même un service finalement de galerie vu qu'on va proposer déjà une visibilité en ligne et aussi, donc je le répète, des expos physiques. Et on va aussi pouvoir accompagner les artistes avec lesquels on travaille sur différents sujets. Je suis assez ouverte justement, et si différentes personnes ont des questions, peuvent tout à fait me contacter pour qu'on puisse en discuter. Donc c'est pour ça que, comme il y a une certaine proximité et il y a également une sélection pour entrer sur la galerie, c'est pour ça qu'on est une galerie. Et à la différence des autres galeries, donc on propose donc la location et le leasing, mais on est aussi
la galerie qui propose un des taux de commission le plus faible du marché, parce qu'on propose 25%, enfin, on prend 25% sur toutes les transactions du site. D'accord. Ce qui est, par exemple, si je prends Carré d'Artiste, c'est 60%. Ouais. C'est vrai que c'est très différent. Et alors, la deuxième question, c'est que par exemple, un artiste qui va utiliser l'outil, puisqu'il va être sélectionné par un galeriste, toi, et qui va utiliser ton outil, c'est-à-dire ta plateforme, et tu vas aussi lui proposer des expos, donc il n'y a pas que la plateforme, ce que je comprends. Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui fait un bon profil en réalité? Puisque ça, c'est aussi une question qui revient souvent. Comment on peut faire un bon profil soit sur ta plateforme, si je prends ton exemple, ou même sur une autre plateforme? Alors, tu le disais justement tout à l'heure, ce qui est hyper important, c'est de préparer ses textes. Quand tu dis le bon profil, c'est vraiment la création du profil sur le site, on est d'accord? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a un bon profil sur un site? Alors, c'est vraiment effectivement de préparer des textes qui sont clairs, le plus concis possible. Parce qu'en fait, finalement, on n'a pas envie de lire. De temps en temps, j'ai des artistes qui m'envoient une page A4 d'expo. Et en fait, moi, si je mets ça sur mon site, je sais que de toute façon, personne ne va le lire. Donc, des descriptions concises et qui restent en même temps détaillées. Donc, il faut trouver voilà, le juste milieu. Des photos de qualité, ça c'est hyper important. Ne jamais, jamais modifier les couleurs des photos des œuvres parce qu'en fait, le problème en ligne, c'est quand on envoie une œuvre chez un client et que les photos ont été augmentées, enfin que les couleurs ont été changées. Quand le client il déballe son œuvre, en fait, il n'est pas content parce que c'est pas ce à quoi il s'attendait. Donc, réussir à faire des photos qui se rapprochent le plus des œuvres originales. Et effectivement, avoir aussi une photo de l'artiste. Nous, chaque artiste met une photo de lui. Donc, je pense que de faire aussi une belle photo où on arrive à le voir, c'est hyper important. Oui, c'est ce qui va créer une forme de proximité, puisqu'on voit aussi que Internet a pu sembler mettre de la froideur en fait dans les relations. Et le fait de mettre une photo de soi, d'être réactif, ce que je prenais l'exemple de cette illustratrice, d'être très très connecté, eh bien ça crée une sensation de proximité et d'échange qui peuvent favoriser la vente. Ce que tu fais aussi en organisant des événements. Toi, aujourd'hui, tu dirais, tu proposerais quoi comme stratégie à un artiste qui se dirait voilà, je suis pas j'ose pas forcément mettre mes œuvres en ligne. Est-ce que je vais me faire pirater, par exemple? Ça aussi, je sais que ça revient souvent. Est-ce que je vais me faire voler mes photos d'œuvres? Qu'est-ce que tu préconiserais? Est-ce qu'il faut se mettre sur une grosse plateforme? Est-ce qu'il faut segmenter? Voilà. Moi, je pense qu'il faut, quand on est un artiste, on a quand même, d'expérience, on a quand même envie de garder cette partie de création. Donc, il faut faire un choix. Il faut forcément être sur Instagram, selon moi, pour tous les artistes. Et après, faire un choix, effectivement, de une ou deux galeries, mais pas être sur toutes les galeries, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça va être compliqué de gérer tous les profils et qu'à la fin, on finit par faire que de la gestion et plus de la création. Donc, en fait, de réussir à trouver une répartition dans son temps qui permet de pouvoir être sur Instagram et sur des galeries en ligne, mais de vraiment de faire le choix des galeries avec lesquelles on décide de travailler. Moi, quand je travaille justement avec des artistes, je leur dis, si dans 2 mois, vous me dites que vous voulez partir, en fait, moi, ça va pas du tout être bénéfique à la fois pour vous ou pour nous, parce qu'on aura tous les deux investi du temps pour la création du profil, et qu'en fait, 2 mois, c'est pas suffisant pour apporter une visibilité sur notre site. Donc, c'est vraiment créer finalement, en tout cas avec des galeries, une relation long terme. Donc, ça peut effectivement choisir, la stratégie serait de choisir peut-être 3 galeries. Allez, on va dire une petite galerie à l'étranger, une galerie francophone qui va faire des événements, et puis peut-être une grosse plateforme, mais là, on ne va pas mettre les mêmes œuvres. Par exemple, ça pourrait être ça. On voit aussi que ça va être, les petites galeries vont quand même participer à des salons aussi, des foires ou des expositions. Donc, ça peut aussi amener une présence physique. En fait, on voit que la frontière, elle est quand même plus très marquée entre le en ligne et le physique. Enfin, c'est comme si on ne faisait pas forcément de différence aujourd'hui. Parce qu'on va avoir plein de galeries itinérantes qui vont participer à des événements et puis vendre un peu en ligne, quoi.
Toi, par exemple, tu fais combien d'expositions en physique dans l'année? Alors, 2022, ça va être bien plus important que les autres années. Initialement, j'en faisais 2. L'année dernière, j'en ai fait 4. Et là, j'en ai déjà fait 2. Donc, voilà, je pense que d'ici la fin de l'année, je pense que je vais en faire 6-7. Parce que je me D'accord, ouais, rends c'est compte énorme. que, parce qu'en fait, déjà, j'adore. Je trouve ça très chouette de pouvoir découvrir les œuvres des artistes que je représente et de pouvoir échanger avec les personnes qui viennent au salon ou aux expos. Et en plus, je trouve que ça permet vraiment de lever le frein, de passer à l'action. En fait. Il y en a qui vont découvrir notre concept en expo, qui vont pas forcément trouver les œuvres qui leur plaisent, mais qui vont aller sur le site et qui, très peu de temps après, vont justement passer commande. Alors que si quelqu'un nous découvre sur le site directement, en moyenne, il met 4 à 6 mois avant de passer commande, ce qui est C'est énorme. ça. Le cycle de vente en ligne, c'est 6 mois à peu près. Ouais. Et comment tu sélectionnes tes artistes alors? Comment se passe le processus de sélection? Alors, on a une plateforme sur laquelle justement tous les artistes peuvent postuler. Ils vont remplir un petit formulaire. Ils vont mettre 3 œuvres. Nous, ensuite, je vais regarder le formulaire, les explications. Je vais aller faire un peu des recherches aussi à côté de ce que je peux trouver pour avoir plus d'œuvres. Parce que finalement, 3, généralement, c'est pas suffisant. Et en fonction justement de toutes les recherches, je vais me dire, ces œuvres, elles sont pas représentées parce que un des critères justement, c'est la diversification du catalogue. Donc, j'essaie que chaque artiste ait sa patte sur le site. Et donc, si en termes de style, ça ressemble trop à ce qu'un artiste fait déjà, j'essaie justement de voir s'il propose pas d'autres œuvres qui seraient un peu différentes. Mais ce premier critère de diversification de notre catalogue est primordial. Et ensuite, donc si ce premier critère est validé, je propose un appel avec l'artiste pour justement discuter, pour que tout soit transparent, qu'on explique toutes nos conditions, que lui pose ses questions, que moi, il me parle de son parcours. Et à l'issue de cet appel, là, du coup, je prends la décision de collaborer ou pas avec l'artiste. D'accord. Parce que j'aime bien justement qu'on soit rallié aussi sur ce que nous on veut faire avec The Art Cycle, de rendre l'art accessible. Et donc c'est un peu tous ces éléments-là que je regarde aussi quand je fais un call avec les artistes. C'est hyper clair. Quel est le prochain événement que tu vas faire si on devait terminer sur les projets de The Art Cycle pour le futur? J'essaie d'organiser, parce que là, les 2 derniers événements que j'ai fait, c'était des salons. Et là, du coup, je veux que le prochain événement, ce sera certainement fin mai, ce soit une expo. Donc, on va louer une galerie dans Paris pour 4-5 jours et organiser une expo. Mais je n'ai pas encore le lieu, pas encore les artistes qui exposent, mais ce sera probablement une expo. Super. Avec peut-être certains d'entre vous, j'en ai vu j'en ai vu quelques-uns de la galerie qui participent à cette conférence. Donc, Cool. Bon. Il y a quelques questions, Julie, si je peux te garder encore 5 minutes. Il y a quelques questions sur le chat pour toi. Donc justement, tu disais, là, tu fais un salon, là, tu vas faire une expo, donc tu vas devoir trouver un lieu. Parce qu'en fait, tu n'as pas de galerie physique. En fait, c'est à chaque événement, tu te débrouilles pour recréer un événement. Exactement. C'est pas quelque chose de linéaire. Tu n'as pas un pied-à-terre en tant que galeriste, en fait. Non. D'accord. Et il y a combien d'artistes dans ton réseau? Aujourd'hui, on représente 150 artistes. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Ok. Et alors, il y a eu une question. Qu'est-ce qu'on appelle en fait un cycle de vente en ligne pourquoi 6 mois? En fait, c'est entre la personne, la première fois qu'elle vient sur le site pour une raison qu'elle nous a découvert sur les réseaux ou autre, elle va aller sur le site, elle va se balader un petit peu. Ils vont revenir de temps en temps, mais en fait, ils ont besoin de venir à plusieurs reprises sur le site, certainement pour une question justement de confiance, on en parlait. Et justement, comme la confiance augmente, à mon avis, ça va diminuer le cycle de vente aussi. D'accord. Mais il y a ce besoin d'aller assez régulièrement.
aussi de trouver l'œuvre. Et comme le catalogue est assez large aussi, il faut aussi le temps que les personnes parcourent le catalogue. Et après, donc entre le moment où ils ont découvert la galerie au début et le passage de la commande, voilà, généralement, il y a 6 mois. Parce que j'aime bien D'accord. justement appeler les clients qui passent commande en leur demandant comment ils ont découvert, quand, et c'est comme ça qu'on D'accord. peut Et dire est-ce que 6 tu mois. comparerais ça à la durée équivalente pour acquérir de la visibilité, ou tu fais la différence entre la visibilité que l'artiste va acquérir grâce à toi en ligne, ou ça suit le fameux cycle de vente? Ça, pour le coup, c'est plus difficile à évaluer. Après, de toute façon, moi, je dis à chaque artiste avec lequel je travaille que, entre guillemets, on est engagé pour 6 mois. Enfin, Mhm. engagé, il n'y a aucun engagement, mais faut rester minimum 6 mois sur la galerie. Oui. Mhm. Et il faut être actif. Ça, justement, Pierre Benoît, il le disait aussi. Mhm. Il faut être Oui. actif, il faut publier régulièrement. On a des artistes qui publient Mhm. jamais et qui n'ont jamais loué. Et d'autres qui sont beaucoup plus réactifs et qui louent bien plus régulièrement. D'accord. Donc en fait, l'artiste, en créant une certaine dynamique, Ouais. Va augmente. s'apporter de la visibilité. D'accord. C'est un Tout cercle à fait. vertueux, comme souvent. D'accord. Ouais, tout à fait. Après, nous, on va communiquer régulièrement sur nos réseaux sociaux. On publie tous les deux Mhm. jours à peu près. Enfin, même un peu plus que ça, mais D'accord. des œuvres de nos artistes. Donc, ils ont de la visibilité aussi comme ça. Et aussi Oh, les expos. entendu, entendu. Alors, je fais juste le tour, voir s'il y avait d'autres questions qui t'étaient spécialement adressées. Alors, tu viens un petit peu de répondre. C'était comment communiquez-vous pour développer votre site et faire connaître les artistes? Donc, tu as dit les réseaux sociaux. L'artiste va lui-même apporter encore un peu de communication en faisant des modifications, en faisant des publications. Est-ce qu'il y a un autre mode de diffusion de ta part, ou pour faire connaître les artistes? Bon, on fait quand même pas mal de choses. On envoie des newsletters aussi D'accord. à chaque fois avec une sélection d'œuvres. Mhm, Les expos qui apportent pas mal de mhm. visibilité. On propose aussi d'aller dans les ateliers des artistes pour faire des interviews qu'on Ah, va génial. publier sur notre D'accord. blog. Donc on fait quand même pas mal de choses et aussi Mhm, à la fin de chaque mois, parce que je pense que c'est hyper important que les artistes soient au courant de comment se développe la galerie et ce qu'on met en place. On envoie un point d'activité qui reprend globalement le nombre d'artistes, s'il y en a des nouveaux, le nombre de commandes, le nombre de visiteurs sur le site. mhm. Et ce qu'on a fait dans le mois et ce qu'on a prévu de faire dans le mois prochain, justement, ça permet donc d'apporter une certaine visibilité aussi de ce qu'on fait en temps réel à tous les D'accord. artistes de la galerie. Oui, donc c'est L'idée, c'est que extrêmement ce soit concret. transparent. Ouais, D'accord. et très transparent. Ok. Et la dernière question, c'était est-ce que il s'agit que de vente originale, ou est-ce que l'artiste peut aussi proposer des multiples, des reproductions, des produits dérivés, ou c'est vraiment axé œuvre originale, œuvre unique, œuvre d'art? Alors, c'est axé œuvre d'art, donc il peut y avoir des œuvres éditées en plusieurs exemplaires tant que ça dépasse pas Numéroté. voilà, numérotées, signées, et tant que ça dépasse pas les 30 exemplaires. On fait 30 on pour fait les photos, vraiment 30 pour les photos, 8 pour les sculptures et des planches pour les gravures, j'imagine. ouais, c'est Ah, exactement. dans le respect de la propriété intellectuelle, de ce que c'est une définition Et d'œuvre voilà, d'art unique. c'est exactement. Entendu. Ok. Non, mais écoute, merci pour toutes ces précisions. Effectivement, bah, en fait, ce qui est agréable, c'est de savoir que il y a une sorte de renouveau. En fait, Pierre Benoît, tu le disais, ça évolue. Il y a des actions qui se distinguent d'autres. Il faut bon, faut les connaître, hein, évidemment. Donc, c'est aussi pour ça qu'on t'invite, Pierre Benoît. C'est parce que tu donnes pas mal de noms de plateformes, Oui, tu donnes pas mal de noms de réseaux. Tu nous dis où trouver les appels d'offres, où trouver les appels à concours, où trouver les annonces pour telle ou telle chose. Donc, voilà. Là, c'est vrai que les artistes souvent se disent: «Mais des galeries, il y en a, mais on pousse plus la porte, c'est pas pour nous». Donc nous, on leur explique d'habitude: «Ben si, faut y aller». C'est juste qu'il faut bien viser. Faut s'adresser à la galerie qui correspond à c'est l'art, ça. Alors, c'est vrai, voilà. c'est vrai que Là, pour les pour galeries en ligne, c'était un peu plus flou, parce qu'on par pense rapport à tout ce de que j'ai suite. dit.
Non, par rapport aux artistes dans la tête Ah, pour alors, monsieur ou pour monsieur et madame tout le monde, parce que quand on dit vente en ligne, c'est vrai qu'on a un peu tendance, si on se précipite, à se dire ouais, c'est les plateformes. Mais en fait, c'est non, c'est parce énormément de que choses la vente en ligne finalement. alors, c'est pour ça que j'ai fait un annuaire suite à ce webinaire que vous pouvez, il faut nous envoyer un mail, on va vous envoyer un annuaire avec les Mhm. catégories qui ont été citées dans le webinaire. Donc, ça permettra de, si vous voulez aller plus loin, parce que j'ai vu qu'il y avait des remarques en disant que c'est comme si on survolait la question. L'idée n'est pas de survoler la question, mais de faire plutôt un panorama pour que vous puissiez après choisir. Oui, Panorama en faisant bien les distinctions des types d'acteurs qui existent, en regardant les effets qu'on a qui sont liés à Internet, effets de concentration, effets de spécialisation ou de spéciation, ce qu'on a vu, et de voir un peu comment on peut se positionner en tant qu'artiste. Donc l'idée n'est pas de vous dire mettez-vous sur les plateformes et ça va bien se passer, mais plutôt de oui, dire ou voilà, de faire la liste de celles-là, il faut voilà, en des fait, PDF voilà, tel format, et celle-là elle prend tant, et celle-là elle fait du multiple. Non, en fait, le but c'était de faire un pas de côté, de regarder d'avoir une tout ce vision qui existe, d'ensemble, de savoir ce qui se parce que passe en ce moment. c'est ça, parce que enfin, c'était pas un focus plateforme, hein, clairement. Je sais que c'est toujours très attendu cette thématique. Peu importe quasiment le webinaire qu'on fasse, il y a toujours des questions sur les plateformes. Mais enfin voilà, c'était vraiment connaissance C'est de la vente. En fait, c'est comment, générale. voilà, c'est comment on vend. En fait, si je résume, ce qu'on a appris ce soir, c'est que deux, trois plateformes différentes, Mhm. plateformes ou galeries, c'est intéressant d'être sur des plateformes, mais il ne faut pas oublier que on fait une différence entre la plateforme et la galerie. C'est pas la Mhm. même chose. Et la Il y vente a un directe, galeriste, qui est encore autre chose. exactement, et la vente directe qui va se faire, ce qu'on a vu dans le dernier exemple. Mhm. Donc, le galeriste va utiliser des outils en ligne, à l'exemple de Julie. Donc, c'est intéressant de savoir ce qui existe pour que l'artiste se positionne. On voit aussi que c'est intéressant sur Internet parce qu'on peut aller à l'étranger plus facilement. Voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, comment on se positionne? Je n'ai pas encore, et encore, j'ai parlé des sites de vente aux enchères qui peuvent Mhm. être plus facilement contactables aujourd'hui puisque ça permet plus de contacts. Et puis, on voit, et j'ai terminé, sur la posture de l'artiste qui doit être en interaction sur Internet. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le fait de poster des œuvres et d'attendre, c'est aussi le fait d'être en interaction perpétuelle, ce qui peut être très chronophage, et donc il faut bien l'organiser. Donc, Mais en fait, cette partie chronophage-là, c'est la partie efficace. exactement. C'est Et donc, répondre à un post, c'est c'est répondre à ça, une c'est ça. question, c'est taguer C'est ce quelqu'un qu'on a d'autre, vu. c'est voilà. Répondre à tous les commentaires Et systématiquement. c'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien organiser. Et ce que dit Julie, c'est on ne va pas se mettre sur 50 000 plateformes parce que l'important, c'est de créer. Hein, donc, faut plutôt connaître ce panorama pour bien s'organiser. Donc, c'est plus ça, en fait, ce qu'on a vu aujourd'hui. On peut très bien faire un webinaire uniquement sur les plateformes. Alors là, dans ce cas-là, ce sera un peu différent, sachant que ça ne convient pas à tous les artistes. Alors, le fait d'être uniquement sur art majeur, par exemple, ce n'est pas forcément le plus, Pertinent, le plus ou le pertinent. Donc, plus efficace. voilà, comme dit Mais Olivier comme tout le monde ne va pas être en Moreau, galerie, tout le monde ne va pas vendre en salon, exactement. mais c'est Alors, souvent le fait d'en cumuler 2 ou 3 modes de diffusion, parce que chacun apporte à l'autre, en fait. Tu disais tout à l'heure, le fait c'est ça. d'avoir son Instagram, c'est primordial, mais c'est pas C'est forcément ce qui visible, génère une vente. Par contre, c'est être ça. sur une plateforme un peu importante, ça fait le référencement. À C'est côté ça. de ça, avoir son propre site ou faire des journées portes ouvertes, contact direct, là où il y a des ventes. Mais faire l'un et pas les deux autres, eh ben, on perd en visibilité, on perd en puissance de C'est feu, j'ai ça. En envie de fait, dire. c'est exactement ça. Et c'est aussi mettre de côté, par exemple, vendre des multiples ou de faire de la location qui sont des revenus non négligeables, Voilà, potentiellement. donc on va avoir l'idée, c'est que il n'y a pas une causalité, c'est qu'il n'y a pas une cause qui va permettre la réussite, mais on voit une convergence en fait de causes qui font qu'à un moment on va vendre. Donc c'est ça, c'est vraiment pour ça que c'est important de comprendre le panorama.
Alors après, on pourra, s'il y a vraiment une demande, réfléchir et avoir des pratiques sur les plateformes. Comment on fait son référencement SEO, comment on publie ses photos, les informations, etc. Donc rentrer un peu plus dans le détail encore sur une ou deux plateformes. Voilà, là, ça rentre vraiment dans le micro-détail. Bah, souvent avec les webinaires qu'on met en place, que ce soit avec toi ou avec d'autres intervenants, on donne un maximum d'infos et un maximum de clés quand même pour que ce soit applicable. Mais on sait très bien qu'on pourrait développer chaque sous-catégorie en un webinar à chaque fois d'1 heure, 2 heures, 3 heures, si on Complètement. pourrait s'étendre. Le but là, c'est d'ouvrir des sujets, d'attiser la curiosité des artistes, de vous donner des clés et aussi de vous accompagner vers cet approfondissement avec les listes de noms, les conseils sur comment faire ci, comment faire ça, comment le présenter, où aller chercher, pour qu'au fur et à mesure, en fait, vous gagnez en autonomie, tout simplement. Et encore une fois, j'insiste, ça ne peut pas être exhaustif. On ne peut pas passer en revue tous les sites, toutes les plateformes, toutes les galeries, où c'est compliqué aussi de répondre à certaines questions du type « Je fais de l'aquarelle, je suis en Autriche, mais je voudrais vendre au Japon, qu'est-ce que vous me conseillez ?» À ce moment-là, ça s'appelle un rendez-vous individuel. Oui, Et là, oui, ça peut se faire en rendez-vous individuel. Possiblement, on peut se poser et commencer à y réfléchir. Le but du webinaire, c'est d'avancer pour un maximum de gens et de vous donner un maximum de clés. Mais ça reste applicable et appliqué. J'ai vu certains commentaires qui disaient « Ah, on est un peu dans de la philosophie, c'est un peu flou, il n'y a pas du concret. » Mais parce que, en fait, on n'a pas un catalogue de prix par plateforme, tout simplement, là, comme ça, à vous proposer. Par contre, des référencements, la Condamine en a fait un. Et d'ailleurs, Pierre Benoît vous a proposé de le contacter pour qu'il vous le. Je précise d'ailleurs qu'il le met quand même à votre disposition gratuitement. C'est pas rien. Enfin, voilà, c'est. Vous pouvez recevoir l'annuaire avec ces catégories-là. Alors, c'est un annuaire qui ne sera C'est un pas. énorme boulot. Je le dis, Pierre Benoît, parce qu'on a bien conscience que c'est un énorme boulot que tu fais de faire ce référencement. Donc, voilà. Et l'idée, c'est un panorama, ce ne sera pas exhaustif non plus, puisqu'il y aura toujours plusieurs choses, mais c'est des exemples pour pouvoir chercher aussi. Voilà, donc, d'ailleurs, après, par rapport à votre travail, ça peut être intéressant aussi d'évaluer votre travail par rapport au style que vous avez pour savoir ce qui vous correspond le mieux. Et là, ça peut se faire dans le cadre des rendez-vous individuels avec la Maison des artistes. Via la Maison des artistes, et on vous renvoie vers la Condamine. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous avec la Condamine quand vous êtes adhérent Maison des artistes. Tout à fait. Voilà. Et moi, je voulais juste rajouter une petite chose. Pardon. Oui, vas-y. C'est juste que j'ai vu passer un peu des petites questions, mais j'ai pas répondu parce qu'en fait, j'ai vu le chat un peu tardivement. Mais s'il y a des artistes qui ont des questions ou autres, moi, c'est avec grand plaisir que vous pouvez me contacter directement sur le site. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Okay. Est-ce que Julie, tu veux mettre dans le chat les coordonnées pour te joindre? Ah oui, après, c'est vrai que je peux. Et tu peux aussi les dire de vive voix pour les personnes qui regarderont le webinaire et qui n'auront pas le chat sous les yeux, pour pas faire de frustrés. Je te laisse. Ok, du coup, le site, c'est theartcycle.fr, cycle comme un cycle. Et vous pouvez me contacter soit directement par le site, soit sur l'adresse artiste avec un S, @theartcycle.fr. Donc, theartcycle, c'est toujours The Art Cycle, si je le fais en francisé, comme j'ai l'habitude de l'entendre. Voilà. Alors, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité à cette conférence. Avec plaisir. Merci à Pierre Benoît pour l'idée. Pierre Benoît, on passe aux questions? Allez. Et moi, du coup, je vais vous laisser. Mais si certains artistes ont des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter sur l'adresse que j'ai communiquée. Merci Julie. Bonne soirée. Bonsoir. À bientôt. Au revoir tout le monde. Alors, Pierre Benoît, à nous deux. À nous deux. Tu es prêt? Allez.
Alors, C'est pour moi. voyons voir. Pour un artiste, quels seraient les 3 critères ou les 3 questions à se poser pour choisir une galerie? En ligne, hein. En ligne, pardon. Oui, oui. Bah, on va suivre la thématique du soir. En ligne. En ligne. La première chose, ce serait de se dire déjà le temps que je veux consacrer à ma présence sur Internet. Donc déjà de se poser la question du temps que l'on a. OK. Donc on avait vu qu'il y avait souvent, Charlotte, on se dit, bah voilà, c'est bien de diviser en 3 temps, 30% de création. Après, il y a de la gestion, commercialisation, puis après, il y a la communication. OK. Donc, voilà, donc 30%. Donc c'est peut-être de choisir trois espaces de vente, une plateforme pour être référencé, une galerie avec lesquelles on va créer un vrai partenariat, un peu comme Art Cycle, mais il y en a d'autres, Mécène par exemple. Tout est dans l'annuaire, donc j'en ai mis d'autres. Ça peut être aussi intéressant parce que ça permet d'avoir des expositions collectives ou individuelles en réel, donc ça c'est aussi important. Et on va se poser aussi la question, ça c'est une vraie question à se poser, c'est est-ce que je souhaite vendre en direct, soit via Instagram, soit soit sur Instagram, soit sur mon site directement. En sachant qu'en vendant directement sur son site, on va devoir avoir les mêmes tarifs sur la plateforme ou sur le site. Parce Ah oui, qu'on va donc ça faut être précautionneux, il faut bien faut être très réfléchir précautionneux, avant. parce qu'il faut y réfléchir, c'est une vraie question à se poser. OK. Pourquoi? Parce que les prix vont être comparés. Et le Mmh. galeriste ne va pas forcément apprécier qu'on retrouve un tarif moins cher pour une œuvre identique. Mmh. Alors après, vous pouvez proposer des œuvres différentes. C'est ce qu'on avait vu aussi, Mmh. ce à quoi on avait réfléchi. Donc de se dire, bah voilà, il faut que je segmente un petit peu ce que je fais. Voilà, ça c'est des questions à OK. se poser. Donc le temps, est-ce que je veux vendre directement? Si oui, il faut que mes prix soient harmonisés avec les plateformes, en ayant conscience des pourcentages et des frais de transport qui sont différents. Ça joue aussi Oui. énormément. Oui, parce que, quand on passe par une galerie ou une plateforme, la Mm. platerie souvent la galerie s'en charge, la plateforme, ça dépend des plateformes. Une vente en direct, c'est à la charge de l'artiste, souvent. Exactement. Voilà. Et quand la remise en main propre est pas possible, il faut penser à, l'emballage, le transport, l'assurance et cetera. Exactement. Et on avait vu un tarif, par exemple, je vais pris un exemple avec Convelio, où vous pouvez simuler en fait ces prix-là. Vous n'êtes évidemment pas obligé de passer par Convelio, mais ça permet de se donner, d'avoir un repère. Mmh. C'est souvent ce qui coûte le plus cher, hein, le Oui, transport d'œuvres. On est en train de regarder au niveau de l'asso pour, mettre en place avec un nouveau partenaire, transport d'œuvres d'art, mais avec un système, pour on va dire une distribution moins rapide, mais qui permettrait comme ça, partir par exemple de Bordeaux et de faire un voyage avec plusieurs œuvres de plusieurs artistes vers Lille et ou un Paris-Lyon, et ça on regrouperait plusieurs artistes, plusieurs ventes pour des livraisons plutôt que de faire des livraisons individuelles. Ce qui c'est ferait ça, une baisser sorte le de coût. covoiturage, quoi. Et ouais, exactement, des Ouais, covoiturage d'œuvres. ce serait assez génial. Donc on est en train de regarder ça et on espère cet été, pouvoir vous en parler. Blabla. Oui. Arrête, il faut le déposer, on va se le faire piquer. OK. Ensuite, est-ce que quand on est sur alors il y a une question qui était quand on est sur une plateforme et qu'on doit, parler de soi, est-ce que, c'est un peu le même état d'esprit pour le référencement et se faire remarquer que de mettre des mots-clés comme on pourrait le faire sur Instagram? C'est une bonne question. C'est vraiment une très bonne question, puisque effectivement, on s'aperçoit que sur certaines plateformes, on va avoir une intelligence artificielle, hein, c'est le cas sur Singular, hein, si on reprend ce que dit Vera Kempf. Eh bien, ce que dit Vera Kempf, c'est que l'intelligence artificielle va indexer les informations qu'elle a sur l'artiste. Et donc, elle va fonctionner effectivement par mots-clés.
Alors, c'est ce qui fait que ça peut influencer la manière dont on se présente. Ça, encore une fois, ça dépend des personnes avec qui vous travaillez. Voilà. Ok, Voilà. Mais entendu. oui, c'est pris en compte aujourd'hui. Ok. Ça peut être un peu troublant et pas forcément réjouissant, mais c'est vrai que c'est pris Non, en mais compte. c'est bien de le savoir parce que Voilà. il faut qu'on sache avec quelle carte on joue en C'est fait. ça, exactement. Et ça, là, on le retrouve, hein, c'est les fondateurs des plateformes qui le disent. Mm, Donc mm. là-dessus, voilà. Est-ce que tu penses que le fait de parler en anglais sur son site, sur son Instagram ou sur les plateformes, c'est plus vendeur ou et ça permet de toucher plus de monde? Ou Le fait de parler en anglais, ouais. ça permet juste de s'adresser à un public qui n'est pas forcément francophone. Mhm, Alors sur Instagram, vous pouvez avoir les deux. On retrouve mhm, les deux en fait. Donc, le fait de le faire un peu en français, un peu en anglais, c'est totalement possible. ouais. Aujourd'hui, après, si vous allez, l'intérêt aussi de travailler avec des galeristes en ligne hors de France, bah, c'est de pouvoir s'adresser à une nouvelle clientèle. Donc oui, ça peut être intéressant de le faire en anglais sur certaines Mhm, plateformes. D'où l'idée d'avoir une présentation en français et en anglais. Aujourd'hui, il y a des sites qui vous permettent de traduire très très bien vos textes gratuitement avec un très haut niveau de précision. Il s'agit de DeepL, qui est vraiment génial. Donc là, ça solutionne énormément de problèmes. Je vais partager avec vous dans le chat. ok, entendu. Alors, voyons voir. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y avait des questions. Bon, beaucoup de choses sont revenues. Euh, Alors, est-ce que tu penses que c'est compatible? Un artiste s'en inquiétait. Par exemple, quand on est dans une galerie physique, est-ce que ça empêche de faire des ventes en ligne? Est-ce que voilà, est-ce qu'aujourd'hui Non, les galeristes sont non, frileux par non, rapport à non, parce ça, qu'en fait, très aujourd'hui, on va restrictifs? avoir. Non, en fait, ça dépend des galeristes, bien sûr, mais aujourd'hui, les galeristes en physique vont aussi vous vendre en ligne, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des plateformes pour vous vendre. C'est le cas d'Artsy notamment. Donc, quand vous travaillez avec une galeriste, demandez-lui si cette galeriste ou ce galeriste est présent sur Artsy, par exemple. Donc, aujourd'hui, le galeriste avec lequel vous travaillez peut prendre en charge votre diffusion en ligne sur des plateformes dédiées. Donc en réalité, on s'aperçoit, et c'est ce que dit aussi le rapport Hiscox, c'est qu'on voit que la présence de galeries traditionnelles devient beaucoup plus forte dans le monde sur Internet. C'est-à-dire qu'on va avoir des galeries traditionnelles qui vont se comporter comme des galeries en ligne. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de distinction. Donc soit vous travaillez avec un galeriste physique qui vous dit je m'occupe de votre diffusion en ligne, soit vous négociez, vous dites bah voilà, moi il y a des œuvres que je vais, parce que vous ne vous occupez pas de la diffusion en ligne, bah, je vais les mettre ailleurs. Et on va partager en fait, segmenter vos œuvres, enfin le corpus de vos œuvres. D'accord, ok. Est-ce que tu penses que c'est utile de laisser les mêmes œuvres ou de les changer régulièrement, dans le sens où on les laisse, bah, elles vont finir par être vues, ou est-ce que les changer régulièrement, c'est déroutant pour les visiteurs? Ou alors que comme le visiteur n'est jamais le même, de toute façon, il ne verra pas qu'une œuvre a changé d'une fois à l'autre, ou sur les plateformes, ou sur sa propre galerie, ou sur son Ouais, c'est propre une bonne. site. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans les galeries physiques, c'est Oui, important alors de je changer précise que Pierre régulièrement. Benoît n'a pas les questions à l'avance, hein, il est obligé d'y répondre comme ça, du tac au tac. Oui, et Peut-être que d'ailleurs, je pose pas les questions que tu voulais. non, 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 mais je précise que ça, d'ailleurs, c'est plus un retour d'expérience que je vous fais. Et Ok. donc, quelquefois, forcément, bah, ça n'engage que mon expérience. Donc, je ne peux pas forcément. Voilà, c'est des choses qu'on peut corriger, évoluer. Il est fort probable que si on me reposait les mêmes questions dans un an, bah, mes réponses changeraient un petit peu, puisque on le voit, hein, d'ailleurs, quand on a commencé ces webinaires, c'était au moment du Covid, on n'avait pas du tout les mêmes discussions qu'aujourd'hui. Donc, d'où ma réponse de dire que ce qui est important, et ça, on en avait parlé, j'en parlais avec quelques galeristes, comme Alexia Rigaud, par exemple, qui a fait Mur Blanc, et qui disait que c'était important de ne pas laisser des pièces trop longtemps chez un galeriste.
Parce que sinon, les pièces vont faire partie du décor. Il y a toujours un effet de nouveauté qui est important. Et cet effet de nouveauté, on va le retrouver sur les plateformes où on va devoir publier régulièrement. Alors, ça ne veut pas dire que tous les mois, il faut enlever ces œuvres, mais ça peut être intéressant de changer tous les 6 mois, par exemple, puisque ça peut correspondre au cycle de vente. Alors, hein, on va renouveler, alors on va mettre de nouvelles œuvres, ça ne veut pas dire qu'on va enlever les anciennes, on va mettre de nouvelles œuvres tous les mois, et tous les 6 mois, on peut enlever quelques œuvres, par exemple. Ok. Ok, très, très clair. Les 3 erreurs à pas commettre? Les 3 erreurs à ne pas commettre, se disperser en se disant qu'il faut que je sois partout. Donc ça, c'est très chronophage. L'autre erreur, c'est penser que juste en mettant ses œuvres en ligne, bah, ça va se vendre, puisqu'on s'aperçoit qu'il faut être aussi actif et avoir une présence active, que ce soit sur Instagram ou d'autres réseaux. J'ai pris des exemples avec Fran, l'illustratrice. Donc on s'aperçoit qu'il faut aussi, faudrait pas juste publier de temps en temps. Donc ne pas se disperser, publier régulièrement et avoir une présence active et peut-être choisir quelques galeristes qui utilisent Internet, qui vont aussi vous permettre de faire des actions en fait sur le terrain. Voilà, l'erreur serait de juste aller vers les grandes plateformes en se disant, comme ils sont connus, bah moi je vais aussi être connu. Voilà. Ok. Il y a une bonne question de Michel Esther Savoie qui dit, est-ce que Oui, je l'ai vu. segmenter, ça peut C'est pas se disperser? disperser. Et non, à partir du moment où vous allez, l'idée, c'est pas d'en avoir 10, mais vous pouvez vous restreindre à 4, par exemple. Et là, c'est pas se disperser. C'est pas se disperser si vous allez avoir quelque chose de spécifique avec telle ou telle galerie. Je prenais l'exemple de, quelquefois, vous avez des multiples. Eh bien, il y a des galeries spécialisées dans les multiples. Donc, pourquoi pas aller là? Vous voyez, je pense à des qui en impression, notamment, ou de petites maisons d'édition qui vont faire du print. Ça peut être intéressant. Ok. Voilà. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a certaines pratiques artistiques ou certains types d'œuvres qui sont moins appropriés à de la vente en ligne ou qui ont moins de succès par ce média-là? Ouais, en fait, c'est vrai. Alors, je vois que les questions sont précises. J'essaierai de donner des réponses aussi précises en disant que on s'aperçoit. Alors là, c'est sur Instagram. On a fait une interview d'un artisan d'art sur Instagram qui disait qu'en fait, à partir du moment où les photos avaient des couleurs et des couleurs assez vives, elles étaient un peu plus visibles. C'est-à-dire que l'algorithme mettait en valeur ce qui était très coloré. Donc, on s'aperçoit que sur Par les défaut, écrans, tu veux dire? par défaut, exactement. Donc ça va D'accord. rentrer en compte. Donc déjà, Ok, donc ça, le même photographe ou deux photographes différents, un qui fait du noir et blanc et un qui fait de la couleur ultra saturée, le ultra voilà. saturé, il aura une meilleure visibilité quoi qu'il fasse. Alors, le photographe, ça va encore, Ouais. mais le peintre, Le peintre, déjà, d'accord. voilà, le peintre, voilà, déjà, ça joue. Ok. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, ça c'est un effet qu'on voit. Donc, ça change énormément. D'ailleurs, on s'aperçoit que si vous regardez Instagram, on retrouve beaucoup de choses très colorées. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est qu'on va avoir des œuvres, si elles sont très chères, c'est quand même plus dur à vendre. Voilà. Donc, des œuvres, par exemple des bronzes, ne vont pas forcément s'acheter facilement en ligne. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais on va retrouver des types d'œuvres qui se vendent mieux. Les multiples, les photos, les estampes rehaussées ont plutôt le vent en poupe en ligne. On va d'ailleurs retrouver beaucoup de petits acteurs, de petites galeries ou de petites plateformes en ligne qui vont vendre ce genre d'œuvres. Ok. Alors, il y a une question là qui vient juste de tomber aussi. Quand on a deux styles très différents, par exemple, on est photographe et sculpteur, ou on fait quelque chose de figuratif et à l'inverse, mais est-ce que, par exemple, il faut deux Instagram, deux sites internet, deux styles de diffusion?
Est-ce qu'on fusionne? Voilà, Est-ce qu'on fait à part? problème, en réalité, le On problème, c'est que l'avait vu un peu pour les... ouais, c'est une vraie question. Mais... Il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus. Il faut vraiment étudier, je dirais, le portfolio et le style. Mhm, La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la même démarche? Est-ce que les médiums peuvent être différents, mais réunis par une même démarche? Typiquement, mhm, Picasso, bon, il a des phases, mais ces phases, si on prend la phase bleue, correspondent à des médiums différents. mhm, Donc, pourtant, c'est Picasso, vous voyez, donc c'est la même démarche. Donc, si c'est la même démarche, on va pas forcément, on va essayer d'avoir une seule communication autour d'une démarche. Après, on va avoir aussi, il y a des exemples d'artistes qui vont même changer de pseudo, voir leur nom et leur nom un pseudo, parce que les choses sont vraiment très très différentes. Je pense à des personnes qui vont avoir une pratique d'art religieux, ne veulent pas forcément communiquer dessus, c'est très particulier, c'est vraiment quelque chose de niche, et donc on va pas forcément communiquer de la même manière. Donc les deux sont possibles. Il faudrait d'abord questionner, se poser la question, est-ce que mes deux pratiques sont réunies par la même recherche? Ce serait plutôt ça. ok, entendu. Alors moi, il y a une question qui est tombée qui est très très terre à terre et je vais y répondre. C'est d'ordre fiscal déclaratif. C'est comment les artistes paient-ils des impôts lorsqu'ils vendent des œuvres sur des sites marchands, sur des sites en ligne? Alors en fait, peu importe où vous vendez ou à qui vous vendez, que ce soit physique, en galerie, que ce soit en France ou à l'étranger, lors d'un voyage, lors d'une résidence à 10 km de chez vous, à 10 000 km de chez vous, peu importe que vous soyez français ou étranger d'ailleurs, hein, c'est parce que vous êtes déclaré en France un régime fiscal en France et un régime social artiste-auteur en France que les lois françaises s'appliquent. Donc la logique, ça serait peu importe à qui, peu importe où vous vendez, vous êtes déclaré en France, donc tout ce qui, même à l'étranger, vos ventes se déclarent en France. Voilà. Après, on avait vu, mais alors ça c'est pareil, il faudrait ouvrir un volet administratif complet, potentiellement, selon les pays où vous êtes, vous aurez une taxe supplémentaire. Si par exemple, lors d'un salon, je ne sais pas, au Cambodge, en Chine, en Australie, il y aura peut-être une taxe à payer en plus sur le pays. Voilà. Pour les plateformes, peut-être qu'effectivement, selon comment elles sont référencées, où sont leurs sièges sociaux, il y aura quelque chose à payer en fonction du lieu de la résidence fiscale en fait du référencement de ce site. Voilà. Mais sinon, juste vos revenus de vente sont bien à déclarer comme des revenus artistiques, au même titre que si vous avez vendu en direct à quelqu'un à votre atelier, à votre galerie sur un salon. Ça reste un revenu artistique, comme vos ventes de cartes postales et d'affiches d'ailleurs, qui sont des multiples dorénavant acceptés en tant qu'artiste-auteur comme un revenu artistique. Voilà. Pierre Benoît, est-ce que tu vois des questions qui appellent ton... Est-ce que ton œil est appelé par... Voilà, Non, mais là, c'est un peu... Ça y est, je crois qu'on a un peu fait le tour. Hein. ouais. Euh, Non, vous pouvez vraiment toujours prendre rendez-vous pour faire un point et réfléchir à votre stratégie de présence en ligne, hein, c'est toujours possible. Parce que là, on pourra plus vous orienter lors du rendez-vous, donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Faut pas non plus avoir peur de se lancer. mhm, C'est pas très grave en fait même d'essayer. J'ai pas et volontairement, c'est vrai qu'on aurait pu encore en parler une heure, mais je n'ai même pas parlé des tout ce qui est foire virtuelle, le fait de mhm, participer à des événements uniquement en ligne. Puisqu'aujourd'hui, je prends l'exemple d'Artsy, la grande plateforme, la plateforme numéro un, organise un salon virtuel sur mhm. sélection. Vous voyez, avec une grande visibilité. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais on voit aussi qu'il ne faut pas non plus avoir peur d'essayer des expériences. Je sais que Hippocampe propose des expositions. Vraiment, je trouve que ce sont des initiatives qui sont importantes aussi à tester, puisqu'on propose une exposition et de vendre du NFT. Là, j'en ai même pas parlé,
Parce que sinon, on pouvait encore en parler des heures, quoi. Mais, Tu m'as coupé dans ma conclusion, j'allais parler ah, bah d'hippocampe. d'accord. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, on pouvait aller Les plus grands loin. esprits se rencontrent. Et voilà, et je trouve qu'il Euh, y a des initiatives qui sont alors, intéressantes à essayer, quoi. je vais faire un petit focus sur Hippocampe parce qu'on a eu 2-3 questions sur le chat et que c'est un autre partenaire de l'association et qu'on est un peu au-delà du partenaire. Là, on est carrément en collaboration totale là-dessus. On est en train, enfin bientôt, on va dire allez, cet été, je ne vais pas te donner de date, mais on va dire cet été, là on est sur la forme bêta et Hippocampe a lancé ce soir sous forme d'une exposition galerie pour annoncer la plateforme de vente de NFT. Voilà, parce qu'à la base, Hippocampe est expert en blockchain de toute façon. Donc ça, voilà, il garde le contrôle là-dessus, mais je ne vais pas passer une demi-heure à tout expliquer, mais on a fait des communications là-dessus. Vous pouvez nous écrire, on vous répondra à l'assaut. Vous pouvez aller voir aussi un peu ce que fait Hippocampe. Et ça va bientôt sortir. Voilà. Et on est totalement impliqué pour justement avoir une meilleure maîtrise, une meilleure visibilité de tout ça, plutôt que de vous envoyer vers quelque chose voilà, qu'on ne connaît pas du tout. Hein. Vous avez pu remarquer que ce n'est pas du tout dans nos habitudes. En général, quand on vous propose un partenaire, c'est qu'on l'a testé avant et qu'on travaille bien ensemble. Et qu'on va rendre, comme d'habitude, cela plus accessible au plus grand nombre et avec une sorte de labellisation maison des artistes comme on fait à chaque fois. Donc vous pourrez y aller les yeux fermés et vous ne serez pas perdu au milieu de plein de propositions sans savoir lesquelles sont viables ou moins viables. Voilà. Voilà. Et donc là, c'était un peu un clin d'œil parce que Hippocampe qui lance donc une plateforme de NFT, donc non tangible. Le clin d'œil d'Hippocampe, c'était de faire ça dans une galerie, une vraie galerie. Voilà, Voilà, on est vraiment là pour vendre du non exactement dans tangible. ce Donc qu'on voilà. veut. Mais on va D'accord. bientôt une communication de la part de l'association de toute façon, parce que voilà, on fait plus que suivre ça, on collabore sur la mise en place. Donc voilà. Donc restez attentifs à nos prochaines communications. Pierre Benoît, un grand merci. Merci à vous pour ces échanges, cette écoute, ce partage de réflexion. Bah, écoute, on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt, on continue de réfléchir et de trouver des solutions pour vivre de son art. Parfait. Voilà. Chers artistes, on se retrouve bientôt pour un autre webinaire aussi. En attendant, n'hésitez pas, hein, si vous avez des suggestions ou des besoins sur des partenariats, des services, voilà. À très bientôt et puis peut-être en replay. Bonne soirée à À tous. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au Merci revoir. Louise, merci Antinéa. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.